Bonjour à tous, merci beaucoup à vous d'être présents aussi nombreux pour ce deuxième webinaire organisé par la commission pédagogie de l'ADBU dans le cadre du mois de l'éducation ouverte. Ce webinaire a un angle assez différent de celui qui a été organisé mardi. L'idée aujourd'hui, c'est de se poser la question de ce que peuvent faire les bibliothécaires dans le cadre des REL et notamment aussi de se positionner comme producteurs de ressources éducatives libres. Donc l'idée de ce webinaire, c'est aussi de vous donner des clés en tant que producteur de ressources éducatives libres. Et la semaine prochaine, on organise un relaton, c'est-à-dire un dépôt de REL, de vos REL, des REL créés par les bibliothécaires, dans la communauté ADBU compétences informationnelles sur le Zenodo de la commission, en fait. Donc voilà, on va vous donner des clés pendant le webinaire et on vous invite à déposer pendant la semaine du 23 mars. Je veux juste remercier en introduction de ce webinaire tous les collègues de la commission pédagogie qui ont participé à l'organisation des webinaires de cette semaine et qui vous aideront, qui seront personnes ressources pour vous aider à déposer lors de la semaine du 23 mars. Je remercie aussi beaucoup nos intervenants d'aujourd'hui, Laure Delru, directrice adjointe du SCD de Lille, Sophie De Potter, conseillère pédagogique au Louvain Learning Lab de Luce et Louvain, et Mélanie Guillon, responsable du département formation des publics au SCD de Lille. Je les remercie vraiment chaleureusement toutes les trois d'intervenir aujourd'hui. N'hésitez pas à poser des questions dans le chat et voilà, et on prendra les questions en fin de présentation. Un grand merci à vous tous et puis Laure, je te laisse la parole. Merci beaucoup, Chloé. Je partage la petite présentation que j'ai préparée pour introduire cette table ronde avec des éléments qui relèvent du partage d'expérience et du partage de pratiques. Ça va être très terre à terre pour cette première présentation. Alors, quelques éléments de contexte à propos de l'éducation ouverte dans notre environnement direct. Alors, à l'Université de Lille, on a un contexte qui est relativement favorable sur les questions d'éducation ouverte, dans la mesure où on a l'ancien vice-président numérique de l'université qui a cessé ses fonctions en novembre dernier et Pierre Boulet qui a été présenté, je pense, lundi par Luc Massou comme co-animateur du groupe de travail ministériel sur la discoverabilité et l'interopérabilité des ressources éducatives libres qu'ils ont co-animé tous les deux, donc Luc Massou et Pierre Boulet. Et par ailleurs, Pierre Boulet est voilà, un enseignant-chercheur qui est très engagé dans l'ouverture des données, dans la science ouverte. Et donc, il y avait une sorte de continuum qui relevait de l'évidence pour nous entre sciences ouvertes et éducation ouverte, puisqu'à la suite de la publication du Plan national pour la science ouverte, l'Université de Lille s'est dotée d'une feuille de route pour la science ouverte à laquelle le SCD contribue largement. Par ailleurs, est membre de l'Université de Lille, Perrine de Couette-Logon, que vous connaissez peut-être sans doute pour certains d'entre vous, qui est actuellement la présidente d'Open Education Global. Donc Open Education Global, c'est une organisation internationale qui a un peu moins d'une vingtaine d'années et qui a été créée autour de l'initiative du MIT, des Open Courseware, et qui a évolué un petit peu depuis. C'est une organisation qui regroupe 400 institutions un peu partout dans le monde et qui est à l'origine de l'Open Education Week qu'on vient de vivre la semaine dernière.
Voilà, un contexte globalement favorable à Lille. OSCD a un intérêt fort pour les questions d'ouverture des pratiques académiques, des pratiques de recherche et aussi des pratiques éducatives. L'université de Lille alors de Lille 1 Sciences et Technologies à l'époque, avait travaillé sur une base de données qui permettait de partager des sujets d'examen et des ressources pédagogiques, notamment par moissonnage de certaines ressources produites dans les universités numériques thématiques, dans les UNT, avec un partenariat encore plus étroit avec UNIT qui est hébergé sur le campus lillois. Donc tout ça, ça signifie aussi que parmi les enseignants-chercheurs de l'université, on a certains ardents défenseurs de l'éducation ouverte et des producteurs de ressources éducatives libres. Euh, la réussite des actions qu'on a menées en matière de sciences ouvertes nous a amené à un moment à vouloir équilibrer les efforts du SCD entre services à la recherche et aux chercheurs et services en appui à la pédagogie et à la réussite étudiante. Donc, on s'est déclaré tout à fait prêt auprès de notre VP numérique de l'époque et des différents acteurs qui étaient autour de lui à participer à une réflexion pour la rédaction d'une feuille de route éducation ouverte à l'Université de Lille qui n'existe pas encore aujourd'hui, hein. Je pose les choses tout de suite. Au sein du département de la formation des publics, quand Mélanie Guyon est arrivée à Lille, dans le portefeuille d'accueil de Mélanie chez nous, il y avait une demande particulière de monter en compétence et de monter en charge des questions relatives à la production, à la diffusion, à la valorisation des ressources éducatives libres. Donc Mélanie, pour ce faire, a suivi un programme de certification en anglais, donc à l'Université Polytechnique Kwantlen au Canada. Ça lui a permis en fait d'approfondir vraiment ses connaissances et ses pratiques en matière d'éducation ouverte. Donc, si on résume, on avait bien identifié des besoins. Il y a un souhait de certains acteurs de l'université et du SCD d'aller un peu plus loin en matière d'éducation ouverte. On a des outils aussi à disposition. Mais les questions d'éducation ouverte n'étaient pas dans les priorités politiques de l'équipe présidentielle qui avait mis en avant d'autres items, notamment en matière de formation des usagers, autour de l'appui à la réussite en licence, puisque l'Université de Lille a été lauréate d'un programme d'excellence axé sur la réussite en premier cycle et les questions de production de ressources éducatives libres auraient pu faire partie de de ce grand programme, mais il a fallu faire des choix et ça n'est pas le choix qui a été fait. Alors, on s'est donc retrouvé à se demander comment agir malgré tout en faveur de l'éducation ouverte et de la sensibilisation aux ressources éducatives libres dans un périmètre qu'on maîtrisait, c'est-à-dire le périmètre du SCD. Donc on a sorti la trilogie classique qu'on déploie en SCD, former, informer, valoriser. Et sous l'impulsion de Mélanie, ont été proposés et organisés d'abord à l'échelle du département formation des publics et puis ensuite à l'échelle de l'ensemble du service commun de documentation, des sessions de formation avec des formats variés. On s'est notamment inspiré des challenges Ma thèse en 180 secondes pour présenter de courts épisodes
de formation à l'Open Education en 900 secondes, qui ont été très appréciés à la fois de la part des collègues du département formation et aussi qui ont permis en fait à l'ensemble des collègues du SCD réunis en plénière de bénéficier de ces présentations et de ces formations. Enfin, pour aller un peu plus loin, on a proposé des formations et des présentations des ressources éducatives libres et de l'éducation ouverte dans le cadre de notre programme de formation continue, qui sont des propositions qui se font de manière présentielle ou à distance, au choix, et qui ne sont pas des formations qui sont obligatoires hein, pour chaque agent du service commun de documentation. Informer ensuite, donc le département formation des publics publie tous les 2 mois une newsletter qui va au-delà du seul département. Aujourd'hui, le département compte 12 personnes et on a une quarantaine d'abonnés à la newsletter Passion Éducation. Donc vous remarquerez le soin apporté au graphisme de cette newsletter. C'est un petit clin d'œil à Mélanie. Et donc, 2 numéros par an, 2 hors-série, sont consacrés aux questions d'éducation ouverte. Hein. Globalement, il y en a un au printemps. Là, je vous ai mis la une du dernier numéro et un à l'automne chaque année. Alors, l'entrée en fait hein, de cette lettre d'information, elle est à la fois théorique et pratique. Donc, par exemple, il peut y avoir dans cette lettre d'information des petits articles qui sont consacrés à des comptes rendus de conférences ou tout aussi bien à la présentation d'outils de moteurs de recherche sur les ressources éducatives libres, avec notamment un suivi très proche de ce que proposent les collègues de l'UC Louvain en la matière. Euh, voilà pour cette newsletter et j'insiste aussi sur le fait que tous les membres du département sont invités à participer. Hein, c'est pas une seule personne qui rédige l'ensemble des articles. Alors, en termes de valorisation, on a d'un côté une communauté Zenodo qui a été mise en place par la commission pédagogie de la DBU. De l'autre côté, des ressources qui sont produites continuellement, chaque année, mises à jour par les formateurs dans les SCD. Voilà, la, la relation a été très vite faite et très vite proposée par Mélanie, qui est de voilà d'inciter plus qu'il ne le faisait jusqu'alors les collègues lillois à produire des ressources éducatives libres et à les partager dans cette communauté Zenodo. Alors, pour ce faire, a été constitué un groupe de travail avec un noyau autour de Mélanie pour rédiger un guide de dépôt qui a été publié dans l'environnement numérique de travail du service commun de documentation. Vous voyez ici le sommaire de ce guide de dépôt. Un tutoriel pas à pas pour aider au dépôt. Et puis a été définie également une politique de publication donc qui porte sur la gestion des droits, le choix des identifiants pérennes pour qu'on puisse retrouver facilement les ressources dans cet entrepôt. Donc par défaut, hein, si vous avez la question en tête, par défaut, ce qui est proposé, c'est du CC BY pour ce dépôt. Et donc, avec cet ensemble d'outils, a été proposé l'organisation d'une dépôt partie, hein, d'un relaton ou d'une reality time, hein, qui était l'intitulé choisi par l'équipe.
Deux dépôts parties qui ont été organisés en décembre 2024. Le principe, c'était d'organiser un événement auquel on donnait envie de venir. Il y avait des éléments amusants avec ces petits autocollants qui étaient diffusés à l'occasion pour les collègues. Des gâteaux, hein, naturellement, qui étaient préparés par les collègues pour faciliter aussi les échanges et les discussions. Ces dépôts parties étaient ouvertes à tous et donc pas seulement aux collègues, bien sûr, du département formation des publics. Les échanges qui ont eu lieu à l'occasion de ces dépôts parties ont pu s'arrêter simplement à un niveau d'information et d'approfondissement des formations qui avaient pu déjà avoir lieu jusque à la finalisation de dépôts. On a 22 dépôts qui ont été réalisés au cours de ces deux sessions. Il y a une dizaine de dépôts complémentaires qui ont été finalisés à la suite de ces séances. Alors ensuite, on fait le pari d'aller un petit peu plus loin encore dans les prochaines années. On a travaillé, le SCD a travaillé sur sa feuille de route stratégique qui s'intitule En route vers 2030 et on a un objectif défini dans cette feuille de route qui s'appelle Investir le champ de l'éducation ouverte et dont vous trouvez le verbatim et le détail en termes d'action dans ce qui suit ici. Il y a effectivement la poursuite de notre manifestation d'intérêt pour participer à l'écriture d'une feuille de route éducation ouverte à l'Université de Lille. Il y a la poursuite de la production de ressources éducatives libres sur les compétences informationnelles et puis la réalisation d'une offre de services pour accompagner les auteurs, tout comme on le fait aujourd'hui du côté des services à la recherche et aux chercheurs, pour la production de ressources éducatives libres. Je vous ai mis également en référence quelques liens et notamment le kit en fait, le starter kit des Realty Time qui avait été réalisé par le groupe de travail où vous trouverez la présentation de la démarche, le plan de projet et même les formats graphiques qui nous ont servi à la production des petits autocollants amusants que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà, tout est prêt pour le relaton de la semaine prochaine, si vous voulez vous emparer de ce kit qui est proposé là. Il y a une autre question, mais sur les tutoriels YouTube, est-ce que c'est possible de les considérer comme des REL? Moi, je vous propose peut-être qu'on avance un peu dans les présentations, parce que ça, c'est des questions peut-être plus techniques auxquelles on va répondre au fil du webinaire, si Laure, ça te convient comme ça. Et ça me convient très bien. Du coup, Sophie, je te laisse peut-être la parole, mais on n'oublie pas la question, hein, on va y répondre. Merci. Voilà, merci. En effet, je vous partage mon écran. Est-ce que ça fonctionne? Oui, ok, alors je me lance. Merci donc de me passer la parole. Eh bien, je vais également répondre à cette question de savoir s'il est facile et possible de produire des REL pour vous. Si vous avez déjà utilisé des images du domaine public, lu, voire contribué à Wikipédia, ou suivi un cours gratuit en ligne comme MOOC ou le FunMOOC qui en propose des très bons, eh bien alors vous faites partie de cette large communauté ouverte de créateurs, de réutilisateurs, d'utilisateurs de ressources de qualité à partager sur le net. La communauté ouverte, ce sont des personnes autour de vous, autour de nous, mais aussi des personnes enseignantes et apprenantes du monde entier. Dans ma présentation aujourd'hui, je vais vous présenter deux cas pratiques d'enseignants qui font partie de cette communauté ouverte. Je parle d'enseignants parce que la mission principale, le public cible principal du Louvain Learning Lab où je travaille, ce sont les enseignants. Bien sûr que ce qui se dit ici vaut pour toute personne formatrice, enseignante,
qui est en charge des compétences pédagogiques. Le professeur Guillaume Lobet, en première bachelier bio-ingénieur, a décidé il y a quelque temps d'enrichir son matériau pédagogique en fournissant des exemples variés. Il a notamment trouvé l'inspiration dans la Berkshire Community College Bioscience Image Library. Il réutilise leurs coupes microscopiques qui sont sous licence CC0 et donc modifiables, adaptables à souhait. C'est ce qu'il fait puisqu'il en a, il les a utilisés pour les adapter à ses supports de cours, à son public cible. Il les a introduits, commentés dans une trentaine de vidéos YouTube qui sont désormais disponibles au monde entier. Il va sans dire que les avantages pour ses apprenants à lui et d'autres apprenants à travers le monde sont nombreux. Il a d'ailleurs pas mal de retours par rapport à ces vidéos. Lui-même pratique à partir de ses ressources des classes inversées. Il a ainsi pu enrichir ses dispositifs de cours. Cet enseignant est dans une démarche de partage depuis qu'il est chercheur. Tu parlais de continuum, Laure. C'est bien son cas. En tant que chercheur, il est tombé dans la science ouverte et dans l'open access. Pour lui, dès lors, partager des ressources éducatives, c'est dans cette même logique selon lui. Donc, il partage naturellement toutes les ressources pédagogiques qu'il produit. Il n'est pas absolument nécessaire d'être tombé dans l'ouverture en étant petit, j'ai envie de dire, puisque la professeure Serena Bouchter est dans une posture d'ouverture un peu différente et aussi dans un accompagnement, un environnement différent. La professeure Serena Bouchter a travaillé en équipe, projet, un projet qui a été financé et ils ont progressivement pu améliorer leurs ressources grâce à la communauté. Euh, ils ont créé des espaces d'échange qui ont permis de découvrir qui les utilise, comment ils les utilisent. Et grâce à la communauté, les ressources sont devenues de plus en plus complètes et immersives. Donc, ils sont passés d'exercices et d'interviews jusqu'à finalement pouvoir proposer des parcours en ligne ouverts sur OpenMoodle, qui est la plateforme de parcours ouvert de l'UC Louvain. L'innovation pédagogique, nous dit-elle, est venue progressivement et grâce au partage. Nous avons interrogé ces deux personnes-là. Les deux vidéos sont disponibles sur YouTube en open access. Elles se trouveront dans la bibliographie dans la fin de ma présentation. Donc ici, on est dans des postures d'ouverture différentes. Dans les deux cas, les défis étaient différents, mais le défi de publier des règles de qualité a été réussi dans les deux cas. Ces deux exemples s'inscrivent parmi d'autres dans une décennie d'éducation ouverte à l'UC Louvain, puisque depuis 2015, de plan stratégique en plan stratégique, l'éducation ouverte a été intégrée finalement dans la stratégie numérique de l'université. Pareil pour nous en termes de continuum, il y a un continuum également entre l'éducation ouverte et la science ouverte, puisque l'UC Louvain a adopté une approche intégrée. On a eu la chance d'avoir un gros projet européen sur 3 ans, dont l'objectif était de réduire la fracture numérique et qui avait également un volet éducation ouverte. Et dans la dernière plan stratégique de l'université qui est tout récent, l'accessibilité et le partage des ressources font partie des 10 principes qui déterminent la qualité des formations. Je parlerai ensuite de ce qu'est l'éducation ouverte, c'est-à-dire des usages qu'elle permet à toute cette large communauté à travers le monde. Je vais m'attarder sur les règles qui sont le pilier de l'éducation ouverte et puis je prendrai le temps de détailler les 5 étapes clés et tout à fait faciles d'accès à la portée de chacun d'entre nous et d'entre vous pour réutiliser, adapter ou créer une règle en fonction de la posture qui vous conviendrait le mieux. Donc, cette communauté ouverte a donc la possibilité de trouver sur Internet une large variété de ressources dont elle peut s'inspirer. Ces personnes vont pouvoir télécharger ou réutiliser les ressources trouvées, voire les redistribuer à leurs apprenants, par exemple, ou à leurs collègues. Il est également possible, selon la licence, d'adapter une ressource éducative libre. Et si vous êtes plutôt du style à créer une nouvelle ressource,
de votre propre inspiration, c'est également possible. Cette multitude d'usages est rendue possible grâce aux licences Creative Commons, dont je vous dirai quelques mots. Ce n'est pas l'objectif du webinaire. Je vous euh, évidemment invite à vous renseigner davantage de ce côté-là. Les Creative Commons, tout le monde y gagne, puisqu'en tant qu'auteur, les Creative Commons sont un complément au droit d'auteur qui va signifier clairement à l'utilisateur quelles sont les conditions de partage choisies par l'auteur. Le CC indique donc que l'auteur est dans une volonté d'ouverture de sa ressource et le BY indique qu'il souhaite être cité en tant qu'auteur lorsque sa ressource est réutilisée. Il n'est donc plus nécessaire de contacter l'auteur pour savoir si on peut réutiliser sa ressource. Alors, à cette CC BY s'ajoute parfois, mais pas nécessairement. Tu disais Laura, alors que vous préconisez le CC BY, on peut, voilà, ajouter ou pas donc le sigle NC pour le non-commercial, SA pour share alike. Vous avez ici une infographie de la fabriquerelle québécoise que je vous recommande. Je vous recommande d'ailleurs tout ce que produit la fabriquerelle québécoise, une source d'inspiration très très riche. On peut ici se rendre compte, pour celles et ceux d'entre vous qui sont moins familiers avec les Creative Commons, qu'il y a une progression depuis le très libre, CC BY, vers du moins libre, la partie orange de cette infographie. L'intérêt donc des Creative Commons est de pouvoir, en tant qu'auteur, choisir les permissions qu'on accorde aux réutilisateurs et en tant que réutilisateur, être très au clair sur ce qu'il est possible, ce qui est autorisé de faire avec une ressource éducative. Grâce aux Creative Commons, il est donc tout à fait intéressant pour un utilisateur, un apprenant, un enseignant ou même un citoyen qui va pouvoir trouver toute une large variété de ressources dont il va pouvoir s'inspirer, je vous en parlais, en fonction du ratio apport externe, apport personnel, il y a un certain nombre d'usages qui s'offrent à vous si, en tant que réutilisateur ou auteur, vous acceptez de redistribuer ou publier la ressource éducative libre, vous participez au mouvement d'éducation ouverte. J'aime bien utiliser le terme de mouvement d'éducation ouverte, et ce, à l'infini finalement, puisque ce que vous avez redistribué ou publié va pouvoir servir de source d'inspiration aux prochains apprenants à travers le monde entier, à vos collègues, mais à des collègues autres en dehors des murs de votre institution. On en parlait justement parmi les questions. La question du format, du type de support revient ici. Elle vous est illustrée ici par un sketch note proposé par ma collègue Justine Fromentin. Tous les sketch notes chez nous viennent de notre collègue Justine Fromentin et sont partagés en CC BY SA. Vous les retrouverez dans la bibliographie. Quand on demande aux participants des formats de REL, ils nous répondent en général des vidéos, des images, des livres ou des cours complets. On illustre ici la panoplie de formats de REL qui peut exister et ce n'est pas exhaustif. Je vous invite donc, en tant que futur ou actuel producteur de REL, ou alors si vous recherchez des REL à intégrer dans vos propres supports de cours, à élargir, étendre la panoplie de formats ou de supports potentiels disponibles. La variété de supports va vous permettre de répondre à une plus large variété de profils d'apprenants. Produire des REL, ce sera donc contribuer à rendre le savoir réutilisable, puisque ces REL sont téléchargeables et adaptables par d'autres. Elles deviennent évolutives puisqu'elles peuvent évoluer en qualité, en contextualisation au fur et à mesure des réutilisations par les uns et les autres. Et elles sont, comme on l'a dit, gratuites pour les réutilisatrices et réutilisateurs. Produire des REL, c'est aussi rendre le savoir accessible, c'est permettre à chacun d'accéder à des savoirs de qualité, ce qui revient à lever les barrières géographiques, socio-économiques ou institutionnelles.
Et produire de REL, c'est aussi co-construire le savoir. Finalement, c'est travailler en général en équipe interprofessionnelle, dans la diversité des points de vue, dans l'échange. C'est inviter à la table de l'éducation non seulement les formateurs, les enseignants, mais aussi les apprenants, pourquoi pas les chercheurs et les citoyens. Donc, on est vraiment dans une démarche de co-création et d'innovation pédagogique dans un contexte d'innovation, d'éducation ouverte. Voilà qui me permet maintenant d'aborder les 5 étapes pour réutiliser, adapter ou créer des REL. Vous comprendrez rapidement que certaines étapes ne sont pas spécifiques au caractère libre d'une ressource. Ce que je veux dire par là, c'est que ce n'est pas du travail supplémentaire nécessairement que de publier une ressource en tant que ressource éducative libre. Vous allez tout de suite comprendre de quoi je parle. Première étape, identifier ses besoins pédagogiques. Nous vous conseillons vivement de vous poser préalablement les questions suivantes pour ensuite gagner du temps. C'est l'étape qui fait gagner le plus de temps et qui est régulièrement oubliée, entre guillemets, par les producteurs de règles. Typiquement, la question qui vise le public, quel est mon public cible, quel est son niveau d'enseignement et donc la complexité de la règle attendue, quel point de matière ou concept est-ce que je souhaite aborder, peut-être existe-t-il déjà des règles qui abordent ce même point de matière, quel est l'objectif d'apprentissage auquel je souhaite contribuer en produisant ma règle, quel type d'apprentissage, pardon, quel type d'activité et quel type de support vont convenir le mieux à mon profil, quelle en serait la date de création, la date de mise à jour et quelle langue est-ce que je cherche. La licence Creative Commons va vous permettre potentiellement de traduire une ressource en anglais vers le français et en plus l'IA pourra vous aider. Donc la langue devient une barrière de moins en moins importante, de plus en plus facile à franchir. L'alignement pédagogique, si vous êtes dans un cadre plus classique avec une évaluation des acquis d'apprentissage et des activités d'évaluation, sera important bien sûr à garder en tête, mais ça, ce n'est pas non plus spécifique au caractère libre euh, de la ressource. Une fois que vous aurez identifié les besoins pédagogiques que vous souhaitez combler, eh bien, vous vous mettrez à la recherche des règles. Et pour ça, je vous propose une analogie ici. Euh, Comprendre le paysage des règles, des banques de données de règles et des plateformes de règles est quelque chose d'un peu complexe. Donc, je vous propose d'imaginer que vous arrivez dans une ville, que vous emménagez dans une ville que vous ne connaissez pas et que vous souhaitez partir faire des courses alimentaires. Personnellement, ce que je ferais, ce serait de regarder sur Google Maps pour savoir où trouver des supermarchés. Eh bien, la carte que je consulte pour savoir où trouver des supermarchés, ce sera l'équivalent de ce que nous appelons la Big List. Une Big List est une compilation structurée de portails et de métaportails. C'est par là que nous vous conseillons de commencer si vous ne connaissez pas bien ce paysage de plateformes et banques de données de REL. On vous donnera quelques exemples dans la dia suivante. Une fois que vous avez repéré les supermarchés sur la carte, vous vous rendez au supermarché qui va vous proposer toute une série de produits. C'est ce qu'on appelle, c'est l'équivalent des métaportails qui sont des moteurs de recherche connectés à plusieurs portails et donc à plusieurs producteurs, si je garde cette analogie. Une fois que vous êtes installé chez vous, vous pourriez vouloir faire connaissance avec les produits de producteurs plus locaux. Ce seront les portails institutionnels qui hébergent des REL publiés par les membres d'une institution et partagés avec le monde entier. Par exemple, Nantes Université a sa plateforme qui s'appelle NEO, Nantes Éducation Ouverte. Euh, et ça veut dire que tous les membres de cette communauté peuvent y publier des REL qui sont évidemment accessibles avec le monde entier. En quatrième lieu, si vous souhaitez plutôt une poissonnerie, plutôt un achat de légumes, plutôt
des pâtisseries, etc. C'est ce qu'on appellera les portails dédiés à des formats spécifiques. Il existe des portails qui proposent uniquement des images, uniquement des podcasts, uniquement des MOOC. Ce sera l'équivalent, donc ici en numéro 4, des portails dédiés à des formats spécifiques. Enfin, le moteur de recherche, si vous allez via votre moteur de recherche, vous pouvez évidemment faire une recherche avancée et il est possible de filtrer par droit d'usage euh, les ressources que vous trouvez. Voilà. Mon espoir ici, c'est de pouvoir clarifier le paysage des plateformes et banques de données de REL pour démarrer une recherche. Je vous le disais, voici quelques types, quelques sites que nous vous recommandons. Il y en a bien plus évidemment par type de site. Tous ces logos sont cliquables. La présentation peut être partagée puisqu'elle a été publiée en REL sur la plateforme OR de l'UC Louvain. Le lien vous sera certainement envoyé dans la conversation si ce n'a déjà été fait. Ces liens sont cliquables. Au niveau de la Big List, l'Université de Pittsburgh propose une Big List assez efficace. Parmi les métaportails, la plupart contiennent des ressources en anglais, sauf B9 qui est francophone, mais nous sommes là pour augmenter le nombre de ressources éducatives libres en français, puisque la plupart, un certain nombre de ressources éducatives sont publiées en anglais. Parmi la dernière catégorie ici, vous voyez que j'ai regroupé un certain nombre de sites dédiés au format livre, interactivité et images. Une fois que vous avez trouvé un certain nombre de REL, vous serez amené à sélectionner les REL de qualité qui seront alignés avec vos besoins pédagogiques. Dans ce cas-ci, les premiers critères ne sont pas spécifiques au REL puisque vous vérifiez l'origine de la ressource, la réputation de l'auteur, la pertinence du contenu et son adéquation avec vos besoins pédagogiques, l'ergonomie de la ressource. Ce sont des critères qui ne sont pas spécifiques au REL. Par contre, son accessibilité et son inclusivité sont d'autant plus importantes que une REL est amenée à circuler. Plus elle est accessible, plus vous pouvez inclure un certain nombre de publics diversifiés, ce qui va favoriser le partage d'une REL, la diffusion d'une REL. Quelques exemples ici de questions à se poser. Très concrètement, donc d'un point de vue plus pédagogique, quel est le niveau d'approfondissement? Est-ce que ça correspond au public que je vise? Comment est-ce que je peux intégrer ceci à l'ensemble de mon dispositif? Quelle durée d'apprentissage prévoir pour cette ressource? Est-ce que j'en fais de l'auto-apprentissage ou de l'apprentissage accompagné? Nous vous invitons à vous poser ces questions-là dans le cadre, lorsque vous sélectionnez, pardon, euh, les REL parmi les REL que vous aurez trouvées. La quatrième étape est la suivante. Si vous ne trouvez pas tout à fait ce que vous cherchez, hein, ce qui arrive bien régulièrement, il vous est tout à fait loisible d'en adapter le contenu, le contexte, les activités d'apprentissage, les éléments textuels ou visuels. Je vous en donne quelques exemples. Vous pourriez vouloir adapter les exemples donnés à votre contexte local. Vous pourriez vouloir ajouter un chapitre sur une nouvelle matière qui n'est pas traitée dans la source originale. Il est aussi possible de combiner plusieurs ressources, de modifier son approche pédagogique, de créer des nouvelles questions, d'ajouter des sous-titres pour plus d'accessibilité. Bref, toutes ces adaptations sont tout à fait autorisées, je le disais, à condition de citer simplement la source originale. Ensuite, vous référencez les REL que vous avez réutilisés, mais en tant que bibliothécaire, vous savez ça encore beaucoup mieux que moi. Je vais vous partager ici deux bonnes pratiques que l'on partage à nos enseignants. La première pratique est simplement de mentionner soi-même en tant qu'auteur, en début ou en fin de ressource, la manière selon laquelle vous souhaitez être cité. Il suffit de copier-coller la citation. Dans ce cas-ci, on engage, en tout cas, on encourage l'enseignant à faire mention
de la licence choisie. La deuxième façon est plus explicite, je l'appelle l'explicitation aucune excuse. Vous pourriez aussi ajouter exactement en toutes lettres ce que la licence choisie signifie, c'est-à-dire signifier en toutes lettres au réutilisateur ce qu'il est possible pour lui de faire. Voilà un peu les deux manières de faire que nous préconisons. Dans les deux cas, dans ce cas-ci, je me base sur la norme APA parce que c'est celle que j'utilise et je l'adapte au contexte de REL. Ceci s'applique à tout type de référencement, bien entendu. Pour terminer, j'ai envie de vous partager cette checklist. Vous êtes passé par les étapes précédentes. Il vous reste à vérifier si vous êtes prêt à diffuser votre ressource en REL. Une fois de plus, rien de bien compliqué. Vérifiez que tous les éléments qui composent votre matériau sont des contenus libres. Si ce n'est pas le cas, respectez les directives d'attribution des éléments qui ne sont pas des Creative Commons. Si votre matériau, vérifiez si votre matériau est rédigé de manière compréhensible pour d'autres contextes, puisqu'il est amené à circuler. Typiquement les acronymes, n'hésitez pas à les expliciter s'ils sont locaux. Posez-vous la question de savoir si l'utilisation pédagogique de votre matériau est évidente pour son futur utilisateur. Si ce n'est pas le cas, proposez peut-être une note d'exploitation pédagogique pour l'accompagner. À titre d'exemple, ce qu'on demande à nos enseignants lorsqu'ils partagent un support, c'est d'ajouter une note pédagogique ou un déroulé, un scénario pédagogique qui permettrait à un formateur ou un enseignant collègue de se réapproprier la manière de donner ou d'animer le support de formation. Mentionnez de manière visible le logo que vous avez choisi ainsi que votre nom ou du moins une manière de vous contacter puisque il est fort probable que votre REL va circuler et inspirer de prochains utilisateurs. Et enfin, choisissez une plateforme sur laquelle il pourra commencer son cycle de vie de REL. Certaines institutions proposent une plateforme de dépôt, ce n'est pas toujours le cas, mais si ce n'est pas le cas, il y a bien sûr des possibilités de publier sur certains métaportails ou portails, comme je le disais avant. Vous êtes le deuxième pilier pardon, de l'éducation ouverte, c'est vous. Alors peut-être que vous vous dites, bah oui, pourquoi pas moi? Tout compte fait, ça me semble tout à fait à ma portée. Ouvrir ces pratiques pédagogiques, c'est en effet à la portée de chacun. Ça peut être des petites étapes concrètes comme simplement réutiliser des contenus libres. Pourquoi pas après publier ses propres contenus libres, co-construire davantage avec ses pairs, intégrer les étudiants comme partenaires de l'apprentissage et de l'enseignement. Ces petits pas contribueront à rendre l'éducation un bien commun et la pédagogie toujours plus inclusive et plus participative. Pour clôturer, je vous propose ici quelques références maison, j'ai envie de dire, à retrouver sur notre site ORUC Louvain. À droite de l'écran, en haut, vous avez les cahiers du LLL qui a été publié en 2019, qui est une introduction à l'éducation ouverte, et la clé du LLL en dessous en jaune, qui est sortie en novembre 2025 et qui détaille les étapes qui permettent de réutiliser, trouver, réutiliser et référencer des REL pour enrichir ces supports de cours. J'en termine avec le complément à la clé en bas à droite de l'écran, qui est une compilation de tous les sketch notes réalisés par ma collègue Justine Fromentin et qui peut servir à tout un chacun, à vous tous également, d'outils de communication, de promotion et de formation des collègues à l'éducation ouverte. Voici la fin de ma présentation. Je vous souhaite beaucoup de succès et d'amusement à produire vos prochaines REL ou peut-être votre première REL. Voici pour ma part. Un grand merci, Sophie. Du coup, peut-être juste pour répondre aux questions dans le chat sur la nature des REL,
Et donc, on a plusieurs questions sur les tutos YouTube ou sur les vidéos, les webinaires. On est d'accord que c'est pas la nature de la chose qui fait que c'est une REL ou pas. Si vous pouvez juste peut-être préciser, repréciser ça, même si c'était clair dans votre présentation, mais Tout à fait. Ce n'est donc pas le format, le type de support qui détermine que c'est une REL ou pas. Dans REL, vous avez ressources éducatives libres. Donc le côté libre, vous l'aurez compris, c'est la licence Creative Commons qui le détermine. Et le E de éducative, c'est donc bien l'idée de fournir des ressources qui vont servir à développer les compétences éducatives, pédagogiques de quelqu'un. Donc, en effet, ce n'est pas le support qui le détermine, mais c'est le caractère libre qui le détermine. Et il y a toute une variété de supports qui sont possibles. du coup, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Merci Mélanie pour les ressources, à la fois le lien vers la présentation de Sophie et puis la liste euh, de, de tout un tas de ressources qu'on a mises nous en ligne sur le site de la DBU sur les ressources éducatives libres. Mélanie, du coup, je peux peut-être te laisser la parole et puis on prendra les questions à la fin de ta présentation s'il y en a de nouvelles qui apparaissent. Oui, 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 pas de souci. Alors, je vais hop, partager mon écran parce que on en parle un petit peu depuis tout à l'heure. Mais donc, c'est là l'occasion de vous parler plus spécifiquement du Zénodo, de l'espace Zénodo, de la commission pédagogie. On est d'accord, tout le monde voit bien mon écran, c'est tout bon, je suis sur Zénodo, tout va bien. Donc bon, Zenodo, je vous le présente pas, hein, c'est une plateforme européenne de dépôt d'archives ouvertes. Et donc sur Zenodo, la commission pédagogie de la DBU administre une communauté qui est dédiée spécifiquement au partage de ressources pédagogiques créées dans le cadre des formations aux compétences informationnelles. On vous en a parlé tout à l'heure. Pour le retrouver, c'est très facile. Donc sur la plateforme Zenodo, vous allez dans Communauté. Et il vous suffit de taper ADBU compétences informationnelles pour la retrouver. Je vais vous mettre également le lien direct dans le chat, comme ça vous n'aurez pas d'excuses. Il faudra le mettre tout de suite en favori. Alors si j'arrive à accéder au chat, ou si quelqu'un d'autre peut le faire, parce que je suis en train de partager mon écran. Donc, sur cette plateforme Zenodo, vous allez pouvoir trouver pas mal de supports, pas mal de ressources qui sont librement consultables et réutilisables en lien avec les compétences informationnelles. Vous voyez qu'il y a un peu plus de 300 ressources qui sont disponibles dans cette communauté. Et donc, comme le disait Sophie, si vous souhaitez vous inspirer, si vous souhaitez réutiliser des ressources qui sont disponibles, eh bien, vous allez, je pense, forcément trouver une ressource adaptée à vos besoins. Vous pourrez voir que on a des ressources en lien avec différents types de dispositifs de formation, que ce soit du jeu sérieux, que ce soit des trames pour des ateliers. Vous allez aussi avoir tout bêtement des supports de présentation, des scénarios pédagogiques pour des séances de formation plus classiques type TD. Les ressources qui sont disponibles, c'est aussi des ressources qui sont pour tout public, j'ai envie de vous dire, de la L1 jusqu'aux enseignants-chercheurs, en passant bien sûr par les masters, les doctorants. Et ce que vous allez retrouver aussi ici, c'est à la fois des ressources, on va dire, généralistes, des ressources un peu transversales, mais vous pourrez retrouver aussi des ressources qui ciblent une filière, une discipline en particulier. Toutes les thématiques sont couvertes, on va dire tout ce qui touche aux compétences informationnelles de manière générale, à la fois des ressources en lien avec tout ce qui touche à la méthodologie de recherche, avec des ressources documentaires spécifiques. Il me semble notamment que les ressources en lien avec PubMed ont beaucoup de succès sur notre Zenodo. Vous allez avoir aussi des ressources plus orientées outils, par exemple autour de Zotero, des ressources en lien avec la science ouverte, etc., etc. Je me permets juste de faire un petit crochet parce que c'est une question qu'on reçoit souvent à la commission. La commission administre cet espace, cette communauté Zenodo, ce qui veut dire que nous validons les dépôts qui sont faits dans la communauté. Je voudrais cependant rassurer les personnes qui nous écoutent.
quand on parle de validation des supports, on ne juge pas vos scénarios pédagogiques ni les qualités graphiques de vos supports PowerPoint. En fait, on s'assure simplement que les dépôts sont bien des dépôts en lien avec la formation aux compétences informationnelles et que vous n'avez pas par mégarde partagé votre liste de courses. Donc, sécurisez-vous. La validation des dépôts par la commission ne va pas plus loin que ça. Et donc, comme le disait notamment Sophie, cette communauté, c'est l'occasion pour vous de trouver de l'inspiration, de trouver des règles que vous pourrez éventuellement réutiliser. Mais l'intérêt de cette communauté, c'est aussi de pouvoir déposer et de pouvoir vous-même participer à ce mouvement de l'éducation ouverte et de devenir véritablement acteur de l'éducation ouverte. Et donc, pour ceux qui veulent se lancer, la commission met à votre disposition différents documents pour vous aider. Hop, je change tout de suite d'onglet. Je suis ici sur la page ADBU de la commission pédagogie et documentation. Et cette fois-ci, j'ai accès au chat. Donc, je peux vous mettre le lien directement ici. Et donc, sur cette page, il y a un espace dédié à la communauté ADBU compétences informationnelles sur Zenodo. Et vous y retrouverez notamment une FAQ pour répondre à toutes vos questions existentielles si vous souhaitez vous lancer, ainsi qu'un procédurier pas à pas pour expliciter les dépôts. Et j'en profite pour remercier mes deux collègues parce que je sais qu'elles sont là aujourd'hui, Stéphanie Camidian et Justine Lemontagnier, qui ont rédigé ce procédurier de 16 pages, vraiment pas à pas avec les screenshots pour vous aider à déposer dans la communauté Zenodo compétences informationnelles. Et donc, ceci étant dit, ça va me permettre de transitionner vers la fin de ce webinaire. Je pense que vous n'avez désormais plus de raison de ne pas vous lancer, de ne pas aller voir ce qui se trouve sur Zenodo et surtout de ne pas contribuer. Et vous aurez une magnifique occasion de le faire puisque, comme le disait Chloé, nous organisons dans les semaines qui viennent un relaton, donc une semaine pour vous lancer et pour déposer, durant laquelle la commission sera là pour vous accompagner et vous aider via une hotline. Mais peut-être que Chloé, je peux te laisser transitionner et faire l'annonce plus spécifique pour le relaton. Oui, à partir de la semaine du 23 mars, du coup, on vous invite tous à déposer vos supports et à déposer vos ressources éducatives libres dont vous êtes, voilà, que vous créez en fait au quotidien, peut-être sans le savoir. Vous faisiez des règles sans le savoir. Vous pouvez les déposer sur notre Zenodo, donc tel que l'a montré Mélanie. L'idée, c'est bien sûr que vous puissiez utiliser les ressources que vous a montré Mélanie, à la fois le procédurier, la FAQ. Et puis, n'hésitez pas, si vous rencontrez quand même des difficultés, à nous écrire à l'adresse mail de la commission, que je pense Mélanie va mettre peut-être dans le chat. Oui. Et du coup, tout le groupe de travail qui travaille sur l'éducation ouverte et les ressources éducatives libres de la commission, que je remercie encore énormément, répondra à vos questions si vous avez des difficultés pendant toute la semaine du 23 mars. Bien sûr, on vous répond tout le temps, mais voilà, cette semaine, elle est vraiment dédiée à ça. Donc, n'hésitez pas. Nous, on s'assurera qu'il y ait toujours quelqu'un pour vous apporter de mail pour vous répondre. Sinon, je vous remercie tous énormément d'avoir suivi ce webinaire, le webinaire de mardi. Et donc, voilà, tout ce travail que fait la commission pédagogie pendant ce mois de l'éducation ouverte. Je remercie à nouveau très chaleureusement nos intervenantes d'aujourd'hui. Merci beaucoup et merci beaucoup à tous les membres de la commission pédagogique qui sont investis pour ces 3 événements. N'hésitez pas à nous contacter donc à partir du 23 mars pour vous aider à déposer vos ressources. Et puis, allez aussi, vous, piocher des ressources dans notre Zenodo compétences informationnelles. Vous pourrez retrouver les 2 webinaires sur la chaîne YouTube de la DBU. Et du coup, on pourra vous envoyer un mail quand ils seront disponibles. On vous enverra l'information qui sont disponibles. Voilà. Merci beaucoup à tous. Et puis, à très bientôt. Et voilà, on se revoit à partir du 23 mars pour les dépôts. Bonne journée à tous. Merci beaucoup.